Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme cette semaine, les nouvelles conventions avec Dastri, le Ségur du numérique et les évolutions de nos LGO, et le futur décret relatif aux territoires fragiles. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, ça y est, deux nouvelles conventions avec Dastri ont enfin été signées. Est-ce que tu peux nous détailler ce qu'elles contiennent? Alors, je l'ai dit, je l'avais dit un petit peu la semaine dernière, mais là je vais essayer d'être un peu plus précis. La première convention, elle est signée par les deux syndicats, donc FSPF, USPO et Dastri. Elle concerne les déchets des patients en autotraitement, donc globalement les insulines, plus pas mal d'autres, mais on va dire ça. Et elle permet de reprendre les collectes dès lundi. Donc bien sûr, ça va être progressif, mais les collectes reprennent et ça va nous dégager quand même de l'ensemble de ces cartons. La deuxième, donc, elle a été signée uniquement par nous, mais elle peut s'appliquer à tout le monde. Tout pharmacien peut se référer à cette convention. Elle concerne nos déchets produits, des vaccins. Donc, cette collecte, elle respecte un peu notre volonté éco-participative, puisque c'est un seul camion qui va venir chercher les déchets à la fois des patients et professionnels. Ce seront les mêmes boîtes jaunes qui seront fournies par Dastri, qui seront données là. Donc, il y a un engagement financier en fait des laboratoires producteurs de vaccins pour financer cette collecte-là. Et puis, il y a un engagement de notre part également à hauteur de 50 euros. Vous rappelez, je vous l'avais dit, hein, c'était à la fois un prérequis tant pour le ministère de la Santé que pour l'assurance maladie, parce que comme pour les autres professionnels de santé, infirmiers, médecins, il fallait que nous ayons une participation à ce système. Donc, effectivement, on est seul à signer, mais c'est accessible à tout le monde. Nos amis de l'USPO n'ont pas souhaité signer pour deux raisons qui m'ont expliqué, hein. La première, c'est que ils disent que ça ne comprend pas les futurs éventuels déchets que nous serions amenés à produire si jamais notre convention évoluait. C'est exact, mais par contre, la convention stipule bien qu'on verra, on peut tout à fait renégocier si jamais on avait d'autres choses à mettre dans les déchets. À noter d'ailleurs que les TROD Covid, notamment, eux, vont aller dans les ordures ménagères, puisque c'est un petit peu comme les autotests. Et la deuxième raison, c'est parce que Dastri ne voulait pas assurer la collecte des 50 euros. Et donc, ça a buté là-dessus. Nous, on a considéré que c'était quelque chose qu'on pouvait assumer. Donc, on va mettre en place un système pour récolter ces 50 euros dans quelques temps. En tout cas, tous les gens qui, dès lundi, veulent faire enlever leurs déchets, qu'ils soient des déchets patients ou professionnels, eh bien, ils peuvent le faire sans difficulté, sans problème. Un jour ou l'autre, ils devront s'acquitter de l'éco-participation que nous demanderons. C'est tout. Sinon, ceux qui ne souhaitent pas, eh bien, ils doivent avoir un autre système pour leurs déchets professionnels et ils peuvent utiliser Dastri pour les déchets patients. Voilà, j'espère avoir été clair. C'était un sujet compliqué. C'est un sujet qui nous a mobilisés Après. pendant assez longtemps. Et voilà, c'est un conseil d'administration unanime de la fédération qui nous a autorisé à signer. Vous vous rappelez la semaine dernière. Et donc, maintenant, c'est fait. On va passer à d'autres sujets plus importants pour la profession. Voilà. Et ben du coup, sans transition, Ségur maintenant, la date limite pour signer un bon de commande en vue d'obtenir sans frais la version Ségur de son LGO, elle est au 15 mars. Est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux de ces nouveaux logiciels? Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a un enjeu financier puisque c'est un engagement conventionnel. Donc, c'est un des critères pour avoir la ROSP sur le numérique, d'une part.
Mais par ailleurs, c'est aussi nécessaire pour effectuer certains actes, puisqu'en fait, il va falloir déclarer par ailleurs, par exemple, les vaccinations ou d'autres actes de ce type-là avec ces logiciels. Donc, si on n'a pas de logiciel Ségur, on ne pourra pas le faire. Euh, et donc, sans parler de toutes les évolutions qui vont arriver dans l'année prochaine, qui est notamment autour de l'ordonnance numérique. Donc, c'est absolument évident qu'il faut avoir ce logiciel-là. On a actuellement 97% du parc qui, de logiciels qui sont agréés. Donc, il vous faut très rapidement le faire parce qu'un des autres enjeux, c'est que si vous tardez, vous allez devoir le payer, le logiciel, alors que si vous signez maintenant, il va être pris en charge. Voilà. Euh, les, euh, les derniers éditeurs de logiciels qui n'ont pas passé la barre devraient la passer dans les temps à venir et nous faisons nos meilleurs efforts pour essayer de les faire rentrer également dans la barre de l'agrément. Voilà, donc c'est important de le faire, ne tardez pas. Oui, puis c'est vrai, concernant ces éditeurs qui n'ont pas pu passer la barrière, on a pu s'entretenir avec eux. Ils sont de toute façon très rassurants quant à leur capacité à fournir une version Ségur à leurs clients en temps et en heure de toute façon. Objectif Euh, 100%, Valérien. Objectif 100%. Pardon? Objectif Voilà, 100%. objectif 100%, tout à fait. Dans le cadre justement des évolutions prévues par le Ségur, il y a également l'inscription des préparateurs au RPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé. Est-ce que cette évolution, elle est pour bientôt? Alors, déjà, c'est une bonne chose parce qu'il est évident que les préparateurs sont des professionnels de santé, mais ils ne figuraient pas au RPPS, ils n'avaient pas de RPPS. Et donc, oui, c'est pour bientôt. Nous sommes en train de faire des tests d'inscription des préparateurs. Et donc, dans les mois à venir, je dirais, dans les semaines ou mois à venir, on aura une procédure pour s'enregistrer, pour que les préparateurs puissent s'enregistrer au RPPS. Elles seront validées par leur pharmacien employeur. Et ce RPPS leur permettra d'avoir une carte ICPS qui, bon, dans un premier temps, va essentiellement leur servir à rentrer dans le système du RPPS, hein, si on peut dire, et à rentrer dans le club des professionnels de santé. Mais dans un deuxième temps, on ouvrira sur les fonctionnalités de visualisation du DMP, sur les autres fonctionnalités nécessaires à la construction de l'ordonnance ou au rapatriement des ordonnances numériques, puisqu'il faudra avoir ces codes-là pour pouvoir accéder à ce fichier de e-prescription. Donc, c'est une vraiment bonne nouvelle pour les préparateurs et pour nous tous, parce qu'en fait, on attendait ça depuis longtemps. Voilà, beaucoup de nouveautés à venir dans les prochaines semaines, mois, et du coup l'occasion peut-être d'échanger sur ces sujets-là au moment de notre congrès. Je te propose maintenant de répondre à la question de Pierre Crête, président du syndicat des pharmaciens de la Marne. Bonjour, je suis Pierre Crête, président du syndicat des pharmaciens de la Marne. Mon cher Philippe, nous avons jusqu'au 26 février pour déclarer les indicateurs liés à la ROSP pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins, ainsi que ceux liés à la ROSP pour le bon usage des produits de santé. Peux-tu nous préciser quand ces ROSP nous seront versés? Merci et à bientôt. Alors Philippe, les ROSP. Alors, déjà, il faut vous manier, là, les gars. Si vous n'avez pas rempli les déclarations ROSP, c'est jusqu'à dimanche, hein. Donc, vous avez Ouais, plus c'est que dans deux 2 jours, jours. ouais. Il y a des deadlines qui commencent à tomber. Il y en a, on vous avait dit avant le 31 décembre, il fallait s'inscrire à la sérialisation, il fallait avoir fait l'auto-évaluation. Avant le 28 février, il faut déclarer les indicateurs ROSP. Euh, Faites-le, c'est nécessaire. Ensuite, la question de Pierre, elle est quand est-ce qu'on sera payé des ROSP? Alors, je ne tiens pas le stylo de l'assurance maladie, c'est Monsieur Fatom qui a le stylo du chéquier de l'assurance maladie, mais on peut estimer que les règlements devraient se faire, on va dire, mon pari, c'est entre le 30 mars et le 15 avril, enfin, c'est mars-avril, les dates de paiement de ces ROSP. On vous l'indiquera au moment.
Et là, nous allons devoir faire une petite négociation avec l'assurance maladie sur le sujet de la stabilité des génériques. Vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de ruptures cette année, et donc il ne faut pas que les ruptures impactent négativement la stabilité des génériques, parce que nous n'étions pas en capacité de garantir la stabilité, parce qu'il faut, le principal, c'est de garantir que le traitement soit donné aux gens, aux patients, et donc on va travailler sur le sujet, on va faire un point avec l'assurance maladie sur ce sujet-là. Donc, je dirais fin mars, avril pour le paiement. Très bien. Alors passons maintenant aux questions des internautes. Alors, pas mal de questions aujourd'hui. On va commencer par la question de notre amie Lucie. Dans le projet de décret de territoire fragile, qu'est-il prévu pour les pharmacies déjà en place dans ces territoires structurantes, mais qui risquent de fermer car elles ne trouvent pas de repreneurs ou ne sont pas suffisamment rentables? Oula, il va falloir que je parte d'un peu plus loin parce qu'il faut que j'explique tout ça. Mm. En réalité, depuis longtemps, on attend un décret pour préciser les modalités de qu'est-ce que c'est qu'un territoire fragile. Et ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'une part, une fois qu'ils seront définis, de savoir quelles pharmacies sont éligibles aux aides conventionnelles ou aux aides de toute nature permettant de maintenir leur fonctionnement, voire de permettre une reprise plus facile par un repreneur donc, dans ces territoires-là. Donc ça, le premier objectif de ce décret, c'est ça. Donc Lucie, qui est très, très bien informée, donc nous, en avant-première, vous fait savoir que nous avons été saisis par le ministère de la Santé donc de ce décret pour définir les territoires fragiles. Et donc, nous allons devoir donner notre avis sur le décret. Et donc, dans les prochains mois, va se tenir des travaux dans chaque ARS pour la définition des zones, des zonages des territoires fragiles. Pour qu'on comprenne en deux mots, il y a 3 à 5% de la population française qui est concernée par c'est dans la population dont on parle. Hein. Donc il y a 3 ou 5% de la population qui est concernée par le sujet, c'est-à-dire qui est à 10-15 minutes d'une officine et qui serait à 30 minutes ou plus si jamais la dite officine venait à fermer. Donc c'est ces territoires-là, ces zones-là dont il est question. Une fois qu'elles seront définies, c'est à nous, ensuite, partenaires conventionnels, de définir les moyens de les soutenir. Donc, c'est un travail qu'on a commencé à faire, nous, à la fédération. J'en ai parlé à la conclusion du Tour de France avec Thomas Fathomme, puisque je lui disais qu'il fallait prévoir dans l'avenant d'automne un dispositif de soutien à ces officines-là, parce qu'elles sont nécessaires, elles sont structurantes dans les territoires. Donc, voilà. Donc, c'est pas d'inquiétude pour ça. Le sujet est bien pris. Le sujet, c'est bien le maintien de l'offre pharmaceutique dans le territoire. Donc, ça emporte la possibilité de vivre dans ce territoire correctement et la possibilité d'avoir un successeur, donc d'avoir un modèle économique stable. Très important ce sujet. Oui. Une autre question intéressante sur la mission dépistage des infections urinaires. On a des confrères qui nous parlent de délégués CEPAM qui assurent que cela est enclenché, alors que notre e-book semble évoquer une future mise en place et qu'il n'y a rien dans le logiciel SmartRx. Bon, il n'y a rien dans pas mal de logiciels. Le sujet, c'est qu'effectivement, la mission, elle peut être enclenchée, mais il manque encore des textes réglementaires qui nous permettent d'effectuer ce test. Donc, on vous le dira dès que ça sortira, mais de la même manière que les vaccins, on est en attente de textes réglementaires. Donc, ils vont arriver. Tout arrive. Là, on vient d'avoir le décret territoire fragile. J'espère qu'on aura les vaccins et les trottes dans les semaines à venir et pouvoir vous l'annoncer très vite. Une autre question concernant les lecteurs de glycémie usagés obsolètes.
Un fournisseur, Roche, refuse de les reprendre. Pourtant, il lui semblait que les fabricants de matériel électronique avaient l'obligation de les reprendre pour les recycler. Est-ce qu'on peut l'éclairer sur ce point? Oui, alors ça, c'est la même. J'ai eu une question déjà la semaine dernière sur un autre sujet similaire dans lequel je n'ai pas su répondre. De nouveau, c'est une colle. Donc, il faut vraiment que je mette ça dans les mains de ma célèbre commission métier pharmacien afin qu'il réponde à ces deux questions, à la fois sur la Oui. reprise des Freestyle 1 et donc maintenant des lecteurs Roche. Ouais, ouais. Je pense que c'est deux problèmes différents, en fait. Ouais, Oui, oui, c'est deux problèmes peut-être. différents, oui, bien sûr. Ouais, effectivement. Je pense qu'on a atteint la limite de notre temps imparti pour ce 13h45. Merci Philippe pour ces explications. Merci également à Pierre pour sa question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Bon week-end.